lointaine tache brune, elles grossissent et s'animent. C'est un troupeau de buffles, masse de chair puissantes et grégaires. Cette terre leur appartient. Afrique, nom magique qui brasse les plus grands contrastes. Terre craquelée par la sécheresse ou gorgée d'eau quand la tornade éclate. Monde de liesse et de brutalité. L'Afrique est démesurée, hors de l'échelle humaine. Le Bubal, lui, sait que le danger ne le menace pas pour l'instant. Montagne vivante, l'éléphant est le champion, toute catégorie des mammifères terrestres. Pourtant, il est aujourd'hui en voie de disparition. Les chasseurs d'ivoire sont mieux armés que lui. La girafe prend les choses de haut. Dans l'ethnie des gazelles, c'est un moment de bonheur. Un bébé vient de naître. Pour tous les habitants de la savane, la rivière est vitale. La végétation se concentre sur ses berges. Chaque soir, à la fraîche, les animaux viennent s'y abreuver et s'y détendre. Y a-t-il âme qui vive dans cette nature sauvage, cahotant sur la piste à peine carrossable, le 1000 kilos est le trait d'union entre les hommes. Au sud de la savane, les arbres font leur apparition. Simultanément, les habitations se font plus nombreuses. La troisième femme du chef a mis au monde un garçon. On entame les cérémonies du 7e jour, rituel sacré pour ce peuple musulman. Dans leur pagne aux couleurs chatoyantes, les femmes amorcent la danse des semeuses. Les hommes, en revanche, respectent le mythe guerrier. Les danses warba s'enflamment au rythme sourd et obsédant du tam-tam. Voici la forêt, univers des premiers âges de la Terre, que nous, les forestiers, nous voulons conquérir. Le grand-duc d'Afrique ne craint pas l'obscurité. Une masse inerte, cette forêt? Elle bruise pourtant de 1000 insectes. Derrière chaque buisson, un animal est aux aguets. Comme cette biche craintive.
L'habitation préférée de l'hippopotame, c'est le fleuve paisible et herbeux au fond duquel il musarde, remontant à la surface toutes les 6 minutes pour s'offrir un nouveau bol d'air. Cette forêt appartient aux animaux. La panthère règne en souveraine sur les territoires les plus inaccessibles. Son petit est vraiment chez lui. En Afrique, les distances ne comptent pas. Pour rejoindre la ville, il se trouve toujours un taxi brousse baptisé « S'en fout la mort ». Peugeot est la reine de la piste. Elle défie les années à force de soudure. Mais le plus authentique moyen de transport en Afrique, c'est la pirogue, taillée dans la masse de l'arbre selon une technique séculaire. Partie intégrante de la nature, les hommes organisent leur vie au bord de l'eau, voire les pieds dans l'eau. Quand les travaux publics ne sont pas encore passés par là, le génie de l'homme s'est œuvré. De nuit, un pont de lianes tressé a été jeté entre les deux rives. Nous entamons une progression difficile dans cette végétation luxuriante, pas à pas, à coups de machette. L'équipe de prospection s'enfonce dans la forêt à la boussole. Elle trace un quadrillage de layons, repère la topographie du terrain, ainsi que les essences exploitables. Un monument de la forêt, du jamais vu, ce cossipo qui atteint 30 mètres de hauteur de fût. Grâce à ses 7 mètres de diamètre à la base, il est tout simplement inattaquable. Nous sommes en plein sur le territoire des éléphants qui évoluent en famille. À force de passer et de se frotter le dos contre cet arbre, ils l'ont blessé. Il en gardera toute sa vie des cicatrices profondes. Il fait une chaleur moite. Notre progression est pénible. Les excréments que les éléphants ont laissés sur leur passage assurent la pérennité de la forêt. Certaines graines d'arbres, comme celles du macoré ou du douka, ne germent que si elles ont transité par l'intestin de l'éléphant. Il en est de même pour les oiseaux.
Attention, un chimpanzé. Assoiffé, une liane de fromager m'abreuve. Après plusieurs jours de crapahutage, c'est le retour au campement. La route principale du chantier est tirée au cordeau à travers la forêt. Un vrai boulevard. Pas de doute, nous sommes bien attendus. Drôle d'animal domestique, un bébé buffle d'une espèce forestière très dangereuse. La piscine municipale est gratuite et connaît un franc succès. Adossé à la forêt, le campement des manœuvres est un village africain comme les autres. Femmes et enfants ont suivi. Le foutou et l'atiéké sont au menu quotidien. Locataire insolite, ce chimpanzé a pris des humains les pires habitudes. Auprès des enfants, en tout cas, il fait un tabac. Le poil luisant de ce céphalophe noir atteste d'une bonne diététique. Indispensable, l'atelier de réparation. Vaille que vaille, il faut que toutes les pannes soient réparées sur place. Il n'y a qu'à démerder, disent les ouvriers. Un Guy Barnaché, Nina pour les intimes. La plus belle maison du campement, celle du chef d'exploitation. Autre habitant de la forêt, la biche zébrée. Arbre gigantesque, ce fromager fait partie de tous les paysages, du Sénégal jusqu'en Angola. Dès les premières lueurs du jour, les forestiers reprennent la route du chantier. Matinale, une grue couronnée nous souhaite bon courage. Passera, passera pas. Cet arbre, abattu par la foudre, est tombé dans la nuit. Un incendie qui n'a rien d'accidentel. Le pangolin, animal préhistorique, tente d'échapper aux flammes. Dès l'ouverture d'une route forestière, des paysans, venus du Sahel asséché, accourent à la recherche de terres arables. Alors, ils mettent le feu à la forêt et entreprennent des cultures sur brûlis. Mais la fertilité de ce sol ne dure que 2 ou 3 ans. Il leur faut donc aller plus loin et remettre le feu. Progressivement, ils grignotent ainsi tout le massif forestier. Cette triste épave rappelle les temps héroïques de l'épopée forestière. Autre temps, autre mœur. Le Caterpillar D8 a pris aujourd'hui le relais. Pour protéger ses chenilles, il est amené jusqu'au chantier sur un porte-char. À la hache ou à la tronçonneuse, on éclaircit le futur parc de stockage.
bulldozer arrive. Il pousse la forêt, rien ne lui résiste. Halte là. Une vipère cornue vient de surgir. Goliath contre bulldozer. La niveleuse, appelée gradaire, donne à la piste une forme bombée en vue d'un bon écoulement des eaux. La saison des pluies s'annonce déjà. Il faut donc prévoir les eaux diluviennes qui vont arroser l'exploitation sans interruption pendant 2 ou 3 mois. Travail de titan, défi à la nature puissante. Il en faudrait beaucoup plus pour impressionner les maniants. Cette armée de fourmis est même organisée pour traverser les cours d'eau. Dans les bas-fonds détrempés, le travail des forestiers est encore plus rude. C'est un combat de chaque instant dans le poteau-poteau. Le matériel, lui aussi, doit se montrer à toute épreuve. Ce sont des chenilles qu'il faut remplacer, puis des galets, puis des barbotins. La nature, ici, est sans complaisance pour l'homme. Mais au village, la vie continue. On va chercher dans la plantation les fruits du palmier à huile, les palmistes. La digue, dans le bas-fond, est enfin achevée. Le rêve d'un exploitant forestier, un scrappeur, comme en possèdent les entreprises de travaux publics. Utopie. Lui, le forestier, doit se contenter de moyens beaucoup plus sommaires. La saison des pluies est là. Les grosses gouttes sont chaudes. Après des mois de sécheresse, elles réveillent les odeurs fortes d'une végétation pleine de moisissures et d'un terreau en décomposition. La circulation devient très difficile. Cela n'empêche pas cette femme d'aller chercher son bois de chauffe. Le sol n'est plus qu'un immense marigot, terre grasse et lourde, gorgée d'eau. La tornade a fait son œuvre. Il faut à présent dégager la piste. C'est encore la machette qui reste, en pareille circonstance, l'outil le plus efficace. Un chat volant. Les manœuvres se réjouissent. Il viendra améliorer le quai de genoux du menu de ce soir.
En dépit des fortes pluies, la digue tient bon, grâce au ponceau prévu pour l'écoulement des eaux. Un macoré va être abattu à la hache. Image d'hier, vieille d'un quart de siècle. Cet éléphanteau, affolé par le tohu-bohu, cherche sa mère. L'arbre fait 30 mètres de haut, 3 mètres de diamètre à la base. C'est une masse de 100 tonnes qui va s'abattre, brisant tout dans sa chute. La force des bûcherons est colossale. Ils opèrent un véritable travail de voltige. Ces athlètes, juchés à plus de 2 mètres de haut, sur des échafaudages instables, faits de branches et de lianes nouées, manient des haches de plusieurs kilos. Une entaille profonde est ouverte jusqu'au cœur de l'arbre. C'est une attente inquiète et impatiente. Puis, tout à coup, il craque, vacille, et c'est la chute. Rien ne doit être perdu. Les manœuvres se précipitent sur un nid d'abeilles pour en récupérer le miel. Le fût, exceptionnellement, a reculé sur sa souche. Cet autre macoré est dénudé. En effet, il y a 3 mois, son tronc a été ceinturé pour être vidé de sa sève et son feuillage est tombé. Cette technique permet de réduire les risques de roulure et de cassure. Après cette prestation olympique, un coca bien mérité. Image d'aujourd'hui, l'arbre est scié à la tronçonneuse. C'est un gain de temps et de cubage puisque le tronc est attaqué beaucoup plus bas, presque au ras du sol. On entaille du côté où l'arbre doit tomber, de l'autre côté, on le scie horizontalement.
cet arbre s'est fracassé accidentellement sur toute sa longueur. La souche est aussitôt immatriculée. Notre Arthur a retrouvé son babar. Autre géant de la forêt, c'est le bulldozer. De terribles efforts sont déployés par ces engins lourds, tout-terrain. Chacun d'eux est équipé d'un treuil à câble et parfois même d'une arche de débardage pour dégager du sol les plus grosses billes. Dans ce décor grandiose et serein, les animaux trouvent leur équilibre. Comme cette civette que nous avons appâtée avec un paquet de biscuits. L'exploitation sur les hauteurs ne décourage pas les forestiers, malgré les risques que cela représente. Les tracteurs à pneus ont l'avantage de se déplacer plus rapidement et d'offrir un coût moindre que les chenillards. En outre, ils se satisfont d'un réseau routier plus léger, ce qui permet d'exploiter les zones forestières les plus pauvres. Ce caméléon se camoufle comme un vrai légionnaire en tenue de combat. Une pièce magnifique que ce sapelli à l'odeur de pomme. Sa peau est lisse, son cylindre parfaitement rectiligne, son cœur admirablement centré. Autour de lui, les enchères vont monter. Retour au village. Jour de paye et jour de fête. Pour conjurer le sort, le masque est entré dans la danse. La fête se prolongera jusqu'au petit matin. Et la vie quotidienne reprend son cours, les enfants au jeu, les femmes au pilon, tandis que tout le personnel de l'exploitation regagne le chantier.
accident malheureusement très ordinaire. Le chargement est à refaire. Par sécurité, comme par économie, pour le retour à vide, la remorque est chargée sur le camion. Sur le parc de stockage, dans l'assourdissement des tronçonneuses, l'activité est intense. Cet acajou est débarrassé de ses contreforts. Cet autre est patiemment écorcé. Tandis que ces irocos font l'objet d'un complet désaubierrage. Badigeonnage au cérémule pour le protéger du soleil. Et pour finir, marquage des billes avant expédition. Ce sapelli, mesuré au pas, atteint 23 mètres. À l'heure du repas, chacun peut apprécier le hamburger local, banane plantain, cuite sous la braise. L'énergie retrouvée permet de concurrencer les engins. Une fourche d'acajou, magnifiquement flammée, servira aux plus beaux travaux d'ébénisterie. Manœuvre classique, que c'est des embourbages et treuillages par les tracteurs à roues sur des pistes étroites et grasses. Puis, c'est le chargement des billes. À ce niveau de la manœuvre, différentes méthodes sont employées. Chargement au remblai ou à la fosse. Les grumiers sont incapables de sortir seuls du chantier. Les tracteurs viennent à leur secours.
chargement à la fourchette, la technique la plus courante sur les grosses exploitations. Mais courant ne veut pas dire sans aléas. À preuve, ces fantaisies de conduite sur terrain glissant qui auront pour conséquence de fragiliser l'essieu. Celui-ci finira par se casser au premier chargement lourd, immobilisant le chantier pendant plusieurs jours. Alors, on se met parfois à regretter les vieilles méthodes de chargement au treuil. Technique de chargement courante au Gabon, le camion se charge lui-même grâce à ses propres treuils. Le grumier s'éloigne. Il emprunte un robuste pont de pierre, œuvre d'un forestier. Destination des grumiers, le port d'exportation ou les usines locales de transformation. Bordant la route, les magnifiques plantations de caféiers en fleurs. Les mastodontes prennent de la vitesse sur cette tôle ondulée, laissant sur leur passage un épais nuage de latérite. Ils ne sont pas à l'abri des accidents. Avec sa bille de 30 tonnes, ce camion a-t-il pris un élan suffisant pour atteindre le sommet de la côte ? Sous la pluie, le risque d'être entraîné par le dévers de la route est encore plus grand. Celui-ci, manifestement, a manqué le passage du pont. Parfois, le fleuve se substitue à la route et les grumes sont acheminées par voie d'eau. Elles sont envoyées sans ménagement dans le fleuve, ce qui perturbe le repos du crocodile. Tous ces bois flottants sont réunis en trains de billes appelés drômes.
Ils sont attachés les uns aux autres par des câbles passant dans des lances à boucles. L'acheminement peut durer des semaines, car la distance dépasse parfois 1000 km, comme sur le fleuve Congo. Plus près du port, on retrouve la civilisation du goudron, une vraie moquette pour les grumiers. Dans les anciens marécages sont nées de magnifiques rizières. Sur les sites déforestés, on prépare déjà l'avenir. On choisit les graines pour le reboisement. C'est une promesse de nouvelles richesses pour les générations futures, à l'image de cette jeune plantation. La forêt survivra à elle-même. Après l'eau et la route, la voie ferrée dessert également le port. Ces lockstackers de la marque Le Tourneau sont particulièrement puissants, capables de lever 40 tonnes. Les bois non flottables sont transportés sur des barges jusqu'au navire. Celle-ci, mal chargée, risque fort de sombrer avec ses billes. En revanche, les bois flottants sont stockés sur l'eau, puis triés selon les commandes. Les embarquements se font directement en mer quand il n'existe pas d'installation portuaire.
Les dromes doivent parfois alors passer la barre pour rejoindre les navires mouillés au large. Une manœuvre délicate quand l'océan est houleux. Le cargo remplit seul ses cales à l'aide de ses mâts de charge. Le navire chargé à bloc appareil. C'est un peu du cœur de l'Afrique qu'il emporte dans ses flancs et qui vogue alors vers d'autres continents.